Euh, Bonjour à tous. Je suis Xavier Bellet. Je suis en charge de toutes les activités commerciales et à vente au sein de Niji. Et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire autour du no-code, low-code. On va démarrer. Voilà, avant de se lancer dans ce nouveau webinaire, je voulais vous rappeler la présence sur notre chaîne YouTube de l'ensemble des webinaires ou des interventions télévisées que nous avons pu faire ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc, vous pouvez nous retrouver voilà, sur ce canal. Il y a pas mal de matières sur un certain nombre de sujets. Je vous invite donc à partager ce lien autour de vous pour nous y retrouver et puis retrouver toute la matière, tous les sujets sur lesquels on a pu amener un point de vue. Aujourd'hui, on va vous parler de no-code et low-code avec deux partenaires, Evodev et Convertigo, qui vont se présenter. Hein, et on est ravis de venir partager l'éclairage sur ce sujet. On entend beaucoup parler dans les médias autour de nous. Voilà, aujourd'hui, on a voulu avoir une approche très pragmatique, in fine, très Niji, autour de ce sujet je ne dis pas qui déchaîne les foules, mais en tout cas sur lequel on entend un peu tout et n'importe quoi. Voilà, donc autour d'exemples très concrets, on va vous partager notre vision et l'approche que l'on a du no-code, low-code avec Evodev et Convertigo. Aujourd'hui, je serai accompagné donc de Cédric, qui est notre directeur technique hein, au sein de notre factory digital, et d'Olivier et Louis, qui sont respectivement CEO et cofondateurs d'Evodev et qui présenteront leur société dans quelques instants. Euh, Avant, je vais vous rappeler rapidement hein, Niji, qui nous sommes. Hein. On est structuré autour de 5 grands métiers, hein, le conseil, les métiers du design autour d'une agence, de la technologie, l'intégration Salesforce et bien sûr de la cybersécurité. Hein. On rassemble tous ces métiers autour de plus de 1000 talents et à la fois sur chacun de ces métiers, on est déterminant et on porte une excellence et une exigence. Et à la fois dans la combinaison de ces métiers, pour les projets, pour les programmes de transformation auprès de nos clients, on a cette capacité de déployer ces expertises autour des métiers que vous voyez. On est présent en France et à l'international, puisqu'on a une implantation depuis quelques années à Singapour. Et on réalise bon nombre de nos projets dans des contextes internationaux. Aujourd'hui, le sujet de low-code, no-code, il est porté par l'entité technologie hein, que vous voyez, qui rassemble plus de 500 personnes et puis auquel Cédric appartient. Je passe la main à Louis, qui va vous parler d'Evodev et vous présenter cette belle pépite. Bonjour à tous, merci Xavier. Concernant Evodev, notre métier, c'est un métier d'agence. On se veut être expert du no-code en France. On travaille globalement pour des startups et des grandes entreprises. On les aide à automatiser leurs process, créer des nouvelles plateformes web et mobiles grâce à des outils no-code. On est spécialisé sur un outil qu'on va vous présenter par la suite qui s'appelle Bubble et qui nous permet de créer beaucoup de plateformes, notamment pour des tests de marché. On peut créer ce qu'on appelle des MVP et des POC et on fait des cycles d'itération rapide en 6 semaines. On est présent à Paris et à Lyon pour une vingtaine d'experts. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Olivier Picciotto, je suis un des fondateurs et le CEO de Convertigo, enfin directeur général, comme vous voulez. Donc, Convertigo se veut donc une plateforme low-code et no-code. Nous avons les deux aspects dans la plateforme, on verra ça un peu tout à l'heure. Nous sommes un peu différents du monde Bubble, étant donné que nous travaillons essentiellement sur une plateforme dite open source. On verra pourquoi c'est important tout à l'heure. Nous opérons en France, bien sûr, c'est une société française, mais aux USA, en France en Europe et en Afrique aussi, puisqu'on a commencé à ouvrir nos premiers comptes en Afrique du Sud.
Et tout ça pour à peu près une communauté de 150 000 développeurs qui utilisent Convertigo sur sa version communautaire. Et à ce jour, nous avons quand même plus de 40 clients de classe entreprise, on appelle plutôt grand compte, qui utilisent Convertigo. Vous voyez quelques logos en bas dans le slide. On verra plus en détail l'offre Convertigo tout à l'heure. Merci Olivier. Donc Cédric Porte, donc directeur technique de Niji. Donc avant de vous présenter les deux solutions, je vais essayer de vous dresser un panorama aussi complet que possible dans le temps imparti. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le développement en fait des solutions de no-code, low-code, dites de programmation visuelle, est en fait appelé à se faire une place de marché aux côtés des solutions logicielles. Il s'agit, grâce à cette méthode, de faire un développement sans avoir à écrire une seule ligne de code. Le Gartner prévoit que d'ici 2025, 70% des applications créées par les entreprises utiliseront ces technologies de low-code, no-code. Aujourd'hui, plusieurs solutions dans le domaine lèvent des millions de dollars, à l'instar de quelques solutions type Bubble ou Uncork, qui soulignent une véritable vitalité dans le secteur. Mais de quoi parle-t-on concrètement? Quelle différence y a-t-il entre le low-code et le no-code? Nous entendons parler de no-code, low-code sans réellement distinguer en fait ces solutions. Et pourtant, ce sont deux solutions qui sont très différentes de l'une de l'autre, puisque la grosse rupture du no-code, c'est justement de permettre de développer des solutions logicielles sans avoir aucune connaissance de code dans le code. En d'autres termes, tout le monde peut s'y mettre sans aucune connaissance de programmation. Ces outils modulaires desservent un but spécifique. Par exemple, vous allez avoir Airtable qui va permettre de créer des bases de données, Zapier ou Make qui va permettre de connecter des outils entre eux. La mise en œuvre de solutions no-code se fait de manière modulaire, en venant sélectionner les outils de no-code de son choix, de les paramétrer et de les connecter entre eux. Quant aux solutions low-code, ce sont des solutions qui existent depuis de nombreuses années et qui ont permis à des développeurs de pouvoir accélérer leur capacité de production, en évitant de refaire un certain nombre de choses. Mais il n'en reste pas moins que cela nécessite d'être un développeur pour utiliser des solutions type Mendix ou Convertigo pour les plus connus. A l'inverse, des solutions de no-code, les plateformes de low-code, intègrent en une seule et même outil les trois composantes indispensables à la création d'une application. On va retrouver les interfaces, les workflows et le stockage des données. Ainsi, la réalisation d'une application peut être effectuée sur une unique et même plateforme. Pourquoi nous entendons parler seulement maintenant en fait de ces technologies? En fait, les avancées technologiques ont rendu possible cette approche. Le no-code est en quelque sorte le résultat du mariage du cloud d'un côté, avec la mise à disposition des données, des entreprises dans le cloud, et les API, qui leur permettent tout ensemble de pouvoir dialoguer pour rendre des services. Des applications telles que DocuSign pour la signature électronique, Stripe pour le paiement, qui toutes mises en œuvre ensemble vont pouvoir réaliser un service qui va pouvoir répondre à un besoin. Les trois principaux avantages qu'offre la programmation visuelle sont la réalisation d'une solution digitale 100% personnalisée. Avant, il fallait un budget important pour construire sa propre solution ou via des logiciels SaaS, de type Salesforce ou HubSpot par exemple. Mais dans les faits, cela ne correspondait jamais réellement aux besoins en fait, des entreprises, à l'usage qu'en avaient les utilisateurs. Les coûts qui restent très attractifs, puisque nous sommes capables de créer des applications pour quelques dizaines de milliers d'euros et de pouvoir apporter des solutions 100% sur mesure. Et ensuite, dernier point, la rapidité d'exécution, puisqu'avec ces solutions, on va être en mesure de pouvoir réaliser en quelques semaines ou quelques mois, de sortir des applications pour nos clients, voire même pour certaines en quelques jours, pour les clients qui seraient très pressés. Cette rapidité d'exécution, grâce aux outils de programmation visuelle, est vraiment très importante dans le choix de nos clients. Mais pour quel type de projet et pour qui? Au départ, ces technologies étaient très utilisées pour des startups, pour accélérer la mise en œuvre d'une solution sur leur marché. Ces technologies se sont enrichies au fil du temps et des usages et sont maintenant disponibles pour les PME et les grands comptes. L'utilisation des outils de programmation visuelle au début d'un projet, plutôt dans une logique POC ou MVP par exemple, et elle est terminée aujourd'hui, elle s'est révolue. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui utiliser ces solutions pour tout type d'application. Et on a des exemples aujourd'hui où des clients font des millions de chiffres d'affaires en utilisant des outils de programmation visuelle. Aujourd'hui, on ne voit plus vraiment de limite métier. On est capable de faire tout type d'application pour les entreprises. À date, il y a des centaines d'outils qui permettent de faire à peu près tout.
Bien sûr, si vous voulez faire du temps réel, envoyer des fusées sur la Lune, le code sera toujours plus efficace que la programmation visuelle. Cette technologie s'adresse plutôt à des applications métiers, à des applications mobiles ou des sites vitrines. En revanche, cela se fait pour tout type d'application métier, tout corps de métier, tout type d'usage, et principalement d'ailleurs pour les fonctions support, qui sont souvent les moins bien lotis en applications logicielles, puisque la priorité des entreprises est souvent de mettre à disposition des applications à destination en fait de leurs clients finaux. Ensuite, on voit plus vraiment de limites de scalabilité et de sécurité que pouvaient avoir les outils de low-code, no-code il y a quelques années. La preuve, c'est que certaines solutions aujourd'hui sont utilisées par les plus grandes assurances dans le monde. Elles ne vont pas se transformer bien sûr en start-up du jour au lendemain. Mais par contre, grâce à ces solutions, elles vont pouvoir accélérer leur go-to-market, mettre en place de l'innovation et donc de pouvoir satisfaire de nouvelles expériences sur le marché. Certains clients pointent encore, selon eux, des enjeux de sécurité et de fiabilité, et notamment le fait que l'entreprise n'est pas propriétaire de son code, en général. Et ce qu'il adviendrait si la solution était retirée du marché. Ces sujets sont en train de tomber en fait les uns après les autres, tout d'abord avec la maturité en fait des outils qu'on a à disposition aujourd'hui. Certaines apportent des garanties en termes de labellisation ou de normes de sécurité. Ce n'est pas vrai pour toutes les solutions. Mais bien évidemment, le prix de la solution va jouer sur son niveau de sécurité. Plus on est une grosse entreprise, un grand compte, plus on va vouloir de la sécurité et plus ça va coûter cher. Et c'est normal, hein, puisque c'est un investissement qui reste quand même important pour les éditeurs de logiciels. Mais en fait, ces barrières vont tomber les unes après les autres, puisque aujourd'hui, un certain nombre de solutions apportent des réponses. Ensuite, la propriété du code, qui est plus vraiment un argument, puisque aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent des logiciels propriétaires et ne sont pas propriétaires du code. Cela va se garantir avec des clauses contractuelles et notamment de réversibilité qui permet aux entreprises de récupérer en fait leurs données qui sont stockées sur les logiciels tiers. Là, par contre, où on rejoint la plupart de nos clients, c'est sur la pérennité des solutions. Elles ne vont pas toutes survivre. On est vraiment dans le début de la courbe de la hype et il faut donc faire les bons choix. Une de nos missions aujourd'hui chez Niji, c'est en tant qu'intégrateur de solutions no-code low-code pour nos clients, c'est justement de les accompagner, de les conseiller dans le choix des solutions de programmation visuelle qui ne seraient pas pérennes. De gros acteurs ont fait des levées de fonds et elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Est-ce qu'il reste en fait une place pour le code? Est-ce que nos développeurs vont disparaître? Et comment on peut concilier une approche low-code, no-code avec le code? En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le marché informatique est énorme. Il n'y a toujours pas assez de développeurs. La programmation visuelle va venir combler en fait ce manque de développeurs. Donc ça va rester complémentaire du code et ça va pas s'opposer au code. Ça va venir justement résoudre en fait la pénurie de développeurs et donc d'applications digitales aujourd'hui dans les entreprises dans le cadre de cette transformation que l'on connaît tous. Par contre, j'apporterai un bémol sur certains discours actuels qui tentent à donner en fait un effet assez waouh, un côté magique dans les outils de programmation visuelle et qui pourrait faire croire en fait que tout citoyen, ce qu'on appelle les citizen makers, pourrait s'approprier ce type de solution et construire de véritables outils applicatifs. Sur certains outils très simples à aborder, il y a effectivement un effet waouh, ça c'est indéniable. Mais pour des projets plus avancés, il faut bien se rendre à l'évidence que la technique n'est jamais loin en réalité. Et donc, nous considérons que les outils de programmation visuelle sont un moyen de construire des outils internes, externes, et des process scalables, mais qu'il faut maîtriser ces outils en fait avec un esprit développeur. Et donc, le métier de développeur ne va pas disparaître en tout cas d'ici les prochaines années. Pour illustrer tous ces propos, que nous allons donc découvrir deux acteurs majeurs dans les solutions de programmation visuelle. Donc, on va avoir Bubble, qui va nous être présenté par lui. Merci Cédric. Alors l'idée de vous présenter Bubble, Bubble est un outil qui a été développé par Emmanuel Strachnov à peu près il y a 10 ans. Et l'ambition de Bubble, c'est de permettre de créer des plateformes web en no-code. C'est un outil en fait qui vous permet d'avoir au même endroit, vous avez la programmation visuelle, le design, avec la possibilité de faire du drag and drop d'éléments. Vous avez votre base de données
où vous pouvez paramétrer votre base de données pour votre projet. Vous avez la dimension workflow, où vous allez ajouter les différentes actions, les différentes connexions entre les pages et les actions à faire finalement sur votre plateforme. Et la partie paramétrage, qui sera tous les réglages liés au SEO, la possibilité de se connecter à des outils tiers. L'ambition de Bubble, c'est d'être une plateforme cloud qui vous permet d'avoir, en fait, de scaler, entre guillemets, de croître avec vous en fonction du nombre d'utilisateurs et la complexité de votre plateforme. C'est quelque chose qui, comme Cédric l'a dit, est extensible. Vous pouvez le connecter à beaucoup d'outils externes. Par exemple, si vous souhaitiez faire une place de marché avec du paiement, vous pouvez vous connecter à des systèmes de paiement tiers, à savoir Stripe, Viva Wallet, ce que vous voulez. Vous pouvez vous connecter à n'importe quel type d'API externe pour enrichir cette plateforme. Vous pouvez également vous connecter à des CRM. Par exemple, si on voulait faire une plateforme connectée à Salesforce pour afficher certains types de données et permettre de créer un portail pour vos collaborateurs et que ça soit connecté en temps réel avec Salesforce, on pourrait finalement le faire. On peut également ajouter du code par-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, si on est limité en direct par ce que nous propose Bubble, on peut venir l'enrichir. C'est quelque chose de collaboratif. On a aujourd'hui une forte communauté d'1 million d'utilisateurs sur Bubble, ce qui nous permet d'avoir vu beaucoup de cas d'usage et de répondre à la majorité des questions à laquelle on peut se confronter quand on crée des plateformes pour des startups ou des grandes entreprises. C'est vraiment la volonté, c'est d'être une solution tout en un, donc avoir le front, le back et la base de données au même endroit. Et vous avez un coût évolutif par mois, donc un abonnement qui commence à des prix vraiment abordables, donc à partir de 20 $ jusqu'à plusieurs de milliers de dollars en fonction de la puissance dont vous aurez besoin pour votre plateforme. Les cas d'usage les plus fréquents, vous avez des applications métiers, vous avez des ERP sur mesure, vous avez des marketplaces, des intranets, des réseaux sociaux, des SaaS ou des CRM. L'ambition de Bubble, c'est vraiment de créer votre plateforme sur mesure et toujours dans une logique de performance. Comme l'a mentionné Cédric, il ne faut pas oublier que Bubble reste un outil qui peut être facile d'utilisation pour faire des MVP, des POC, des choses waouh. Si vous voulez avoir une solution pérenne, il faudra avoir un esprit de développeur pour pouvoir bien paramétrer vos actions, vos workflows, bien construire votre base de données et se connecter à des services tiers via les API. Par rapport au premier cas d'usage qu'on peut vous présenter, un cas d'usage, par exemple, c'est chez Sodexo pour le test d'un nouveau service innovant. C'est une plateforme qui fonctionne à part entière sur Bubble. Le cas d'usage, l'objectif était de tester rapidement une idée de nouveau service. Le choix était simple. On avait le choix d'un développement classique qui allait prendre potentiellement plusieurs mois et coûter beaucoup d'argent, ou de tester et savoir si on fait un go no go sur cette idée en no code, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça et le tester auprès des collaborateurs, entreprises partenaires. Le projet est une plateforme web d'accompagnement de proximité des services personnalisés pour soutenir des salariés aidants et faciliter leur quotidien. Qu'on connecte des entreprises et des salariés. Par rapport aux fonctionnalités clés qui ont été développées, on avait plusieurs espaces dédiés. Donc, imaginez des tableaux de bord pour des entreprises, pour des salariés, avec de la gestion des rendez-vous, évidemment fonctionnels, la gestion des évaluations, le suivi des aidants dans le temps, un espace administrateur pour pouvoir avoir toute la gestion des droits sur vos utilisateurs, sur les différents objets de votre application, les rendez-vous, les évaluations, les différents suivis. Et le déploiement s'est fait dans un temps assez limité, à savoir 2 mois. L'idée, encore une fois, dans ce cas d'usage de test, est vraiment de déployer quelque chose avec une première version en 8 semaines et faire des itérations rapides en quelques semaines pour pouvoir avoir un maximum de retours utilisateurs et faire évoluer cette plateforme. C'est vraiment l'avantage de Bubble, c'est de se confronter directement au marché rapidement et se dire finalement, est-ce que ce que j'ai construit a du sens pour mes utilisateurs et est-ce que je peux l'enrichir et tester de nouvelles fonctionnalités rapidement. Pour le deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage dans l'immobilier, plutôt sur un cas d'usage d'application
métier. À savoir, dans l'immobilier, quand vous êtes un agent indépendant, vous devez créer des annonces immobilières. C'est quelque chose qui peut s'avérer très chronophage, surtout quand vous avez des dizaines de milliers d'agents dans une structure. L'objectif de cette plateforme, qui est l'objectif business, était d'accélérer la création d'annonces immobilières. En dehors de juste avoir une plateforme qui vous permet de créer des annonces immobilières, un autre enjeu était aussi de savoir finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin avec du code et enrichir automatiquement ces annonces de mots-clés. Par exemple, si je dis j'ai un appartement de 100 mètres carrés dans le 15e arrondissement de Paris avec quelques photos, qu'une petite intelligence artificielle qui était disponible par API, qui s'appelle Syllabs, euh, puisse être capable de venir enrichir notre contexte d'annonce et que derrière, l'agent puisse la modifier directement à la main avant de la publier sur les différents sites pour lister des annonces. Le projet était donc une plateforme web pour les agents indépendants pour générer leurs annonces. Les fonctionnalités clés, on avait un espace dédié pour les agents, la génération d'annonces automatique grâce à une petite intelligence qui était disponible par API. Donc à chaque fois qu'on crée une annonce, on requêtait cette API qui nous permettait de venir enrichir avec des mots-clés automatiquement sans travail. Et on passait de plusieurs dizaines de minutes par annonce à quelques minutes seulement. Et on pouvait le faire avec énormément d'annonces, énormément d'agents en même temps. Et évidemment, la modification des annonces et publication directe. L'idée, c'était encore une fois de tester un potentiel d'une plateforme, une application métier en interne et de se rendre compte, est-ce que finalement, on a un cas d'usage qui fait gagner du temps à nos agents, à nos collaborateurs, et savoir après dans quel cas on l'a fait évoluer ou si on passe sur autre chose. Donc le déploiement avait été assez rapide en 6 semaines. Et le dernier cas d'usage que nous avons à vous présenter est sous format de vidéo. C'est pour HP en Angleterre. L'idée d'HP était de faire une application interne, à savoir HP for Education. Le but d'HP for Education est en fait d'avoir une plateforme qui vous permet de connecter les écoles et les magasins partenaires qui revendent du matériel informatique. Les écoles ont chaque année, finalement, du matériel informatique qui devient obsolète. Et aujourd'hui, ce matériel informatique qui devenait obsolète, on ne savait pas forcément comment, en fait, chez HP, le reprendre. L'idée de cette plateforme, c'est une plateforme toute simple qui permet à HP, aux écoles, d'avoir un portail pour pouvoir soumettre les nouveaux ordinateurs qui seraient potentiellement qui peuvent être recyclés. Donc, on peut faire submit a claim où on peut dire voilà, j'ai tant d'ordinateurs dans mon école que vous pourriez reprendre. En reprenant, recyclant les ordinateurs, on avait en fait la possibilité derrière de finalement gagner ce qu'on appelle des rewards, donc en fait des gains. Et ces gains pouvaient être utilisés sur une plateforme e-commerce qui a été ajoutée. Et cette plateforme e-commerce, on pouvait, selon en fait du nombre d'ordinateurs qu'on avait en fait recyclés, on gagnait comme des cadeaux et on pouvait acheter différents produits pour vos étudiants, pour votre école. Donc vous aviez voilà, des programmes, du support à vos étudiants, l'accès à un logiciel, du training pour vos professeurs. Vous pouviez ajouter à votre panier, par exemple, un programme de RSE et vous n'aviez pas à le payer car c'était financé par le recyclage de vos ordinateurs. Donc l'école, en fait, avait son propre portail justement pour faire le recyclage de ses ordinateurs. Et à côté, on avait un deuxième portail qui était pour les magasins partenaires pour pouvoir gérer finalement où en était en fait l'acquisition des nouveaux ordinateurs, combien d'ordinateurs on avait recyclés et combien finalement on avait donné. Donc on avait une gestion de l'équipe, des demandes, des potentiellement avantages qu'on pouvait mettre en ligne, combien de clients on avait en tant que magasin partenaire, nos clients sont des écoles, et finalement, combien de demandes on avait par jour. L'idée, encore une fois, c'était d'avoir quelque chose de simple qu'ils pouvaient tout de suite confronter. Quand ils ont présenté ces plateformes lors d'une conférence en Angleterre, au jour 1, ils ont onboardé 50 écoles.
Aujourd'hui, c'est une plateforme qui a évolué et qui sert plus de 30 000 écoles. Et on est encore sous un cas d'usage qui est sous Bubble. Donc c'est quelque chose que, encore une fois, qui ne demande pas beaucoup de puissance informatique et qui leur permet d'avoir un outil interne qui leur permet de connecter plusieurs types d'utilisateurs et garder une plateforme qui est fonctionnelle autant pour 50 écoles que 30 000. Je vais maintenant passer la main à Olivier, qui va vous présenter une autre approche avec Convertigo pour pouvoir justement développer des plateformes. Alors, rebonjour à tous. Donc Convertigo, nous avons une approche low-code et no-code. On va vraiment insister là-dessus. Et un des points importants de la plateforme Convertigo, c'est considéré comme une plateforme unique de ce côté-là, parce que c'est une plateforme open source. Et on peut se poser la question, on l'a vu tout à l'heure, Cédric en a parlé, est-ce qu'on est prisonnier ou pas de la plateforme low-code? C'est une question importante. On a dit, on investit quand même des applications là-dessus, on fait quand même du travail sur ces applications-là. Qu'est-ce qui se passe sur la plateforme? Alors, il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver sur la plateforme. La question, déjà, problème, c'est est-ce que je maintiens les prix? Est-ce que tout à coup, on ne va pas dire que maintenant, on va multiplier les prix par 10 ou par 20, puisque finalement, on est prisonnier de la plateforme? Ça, c'est une première question. La deuxième question, dans le monde des startups, on l'a vu, il y en a qui lèvent de l'argent. Lever de l'argent, c'est bien. Mais parfois, il y a des startups qui ont levé de l'argent, mais qui finissent pas comme il faut, ça peut arriver, ou qui se font racheter, et une fois qu'elles sont rachetées, la politique de l'entreprise de rachat n'est pas du tout la même que celle d'origine. Donc c'est aussi un souci. Et puis en fait, on a un problème aussi d'indépendance fondamentale de la donnée, en fait. Où se trouve la donnée? On en a parlé pas mal. Certains processus critiques nécessitent de la donnée souveraine, qui est en France, par exemple, ou en Europe, quand c'est défini. Je ne raconte pas les processus militaires. Alors là, dans ce cas-là, c'est encore différent. Et donc la souveraineté est tout à fait importante aussi. Donc en gros, on doit se poser des questions sur notre plateforme. C'est est-ce que j'ai une garantie de pouvoir faire tourner mes applications en dehors du cloud du prestataire? Tous les prestataires, bon, Bubble compris, ont des clouds sur lesquels vous allez faire tourner vos données, mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez les faire tourner chez vous? Parce que vous avez décidé au niveau politique de les faire tourner chez vous. Une grande question. D'autre part, est-ce que les frameworks, est-ce que tout ce qu'on fait pour faire des applications sont des frameworks standards? Parce que est-ce que si je dois maintenir l'application finalement à la main et je quitte la plateforme, c'est très bien les mariages, mais malheureusement dans les mariages, il faut parfois penser au contrat de divorce. Qu'est-ce que je peux récupérer? Donc c'est là, est-ce que par exemple cette application est vraiment, par exemple, développée sur un plateforme, un framework standard et open source connu? C'est une question à se poser. Et bien sûr, toutes ces plateformes low-code ont des runtime pour faire tourner l'application derrière. Est-ce que ce runtime est lui-même open source? Donc, nous pensons chez Convertigo que la réponse à toutes ces questions-là, c'est en fait une plateforme open source. Et exactement comme il y a quelques années, il y a 10 ans, ou un peu plus peut-être, quand on commençait à faire des applications bases de données, on a commencé à les faire sur des bases de données propriétaires, Oracle ou autres. Et puis, en fait, il est arrivé quelque chose qui s'appelle MySQL et Postgre. Et donc, ça a été l'explosion, puisque la base de données était vraiment un bien qui n'était pas lock-in, qui ne lockait pas l'utilisateur. C'est la même idée pour la plateforme, low-code et no-code. Et c'est là où on arrive sur Convertigo, sur ce point-là. Alors, sur le slide suivant, on va regarder un petit peu les fonctionnalités de la plateforme. Donc, comme beaucoup de plateformes low-code sur le marché, nous sommes une plateforme full stack. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à la fois à tout ce qui est connexion vers les données qui sont derrière. Nous avons donc des connecteurs à des dizaines et des dizaines d'applications qui sont derrière. Ça va des simples bases de données SQL en passant par des ERP genre SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics. On va pouvoir échanger des données avec pas mal de CRM aussi qui sont derrière. Tout ça, c'est grâce à nos connecteurs RESTful et SOAP sur lesquels nous pouvons construire en fait nos couches d'orchestration de données pour échanger des données avec ces modules-là. Mais bien sûr, nous avons, comme toute plateforme low-code, nos propres bases de données sur lesquelles vous allez pouvoir établir vos modèles de bases de données. Dans le cas de Convertigo, ça s'appuiera sur une base NoSQL. Bon, c'est notre choix. C'est un point très intéressant sur la performance et la taille des données. Ce sont des bases qui peuvent tenir plusieurs millions ou même centaines de millions d'enregistrements.
Alors, comme on parlait, Cédric, il n'y a pas de limite aujourd'hui sur les plateformes low-code sur les tailles et la scalabilité. Donc ça, c'est un des grands points importants sur la taille des données qu'on peut gérer. Une fois qu'on s'est occupé des données, on va s'occuper des fameux microservices. On appelle ça dans certains jargons des flows ou des workflows ou ainsi de suite. Nous, dans notre jargon, on appelle ça des séquences. C'est ce qui va vous permettre de faire les fameuses orchestrations du genre aller chercher la donnée dans telle base SQL, pour chaque ligne, appeler tel service pour faire tel travail, ainsi de suite. Ce workflow-là, au lieu de le coder avec des lignes de code de Java, de PHP, de .NET ou plein de choses très compliquées, ben vous allez simplement, visuellement, le drag and dropper dans un arbre d'exécution qui va vous permettre de faire cette évolution-là. Eh ben, en gros, encore une fois, c'est très bien de faire des workflows. Maintenant, il faut les présenter, il faut les afficher sur les écrans. Encore là, on va s'intéresser au studio low-code qui va directement vous permettre de faire vos pages, de mettre vos boutons, vos listes déroulantes, tout ce qui va bien pour afficher ces données. Et encore une fois, en drag and drop. Et vous allez pouvoir lier, donc on appelle ça dans un jargon binder, lier les données qui viennent des services, et vous allez pouvoir les afficher sur l'écran, encore une fois, sans écrire de code. Tout ça, ça nous permet de développer des applications web, des applications qui vont s'afficher sur des desktops, enfin en gros des navigateurs web, mais aussi des applications mobiles. Et aussi, quand on dit mobile, c'est des applications qui vont tourner à la fois sur des machines iOS ou Android, sans distinction. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne développe qu'une seule fois et que l'application va tourner sur tous les formats simultanément. Et non seulement simultanément, mais en plus en mode responsive. Ça veut dire qu'automatiquement, l'écran va s'adapter sur un mobile, où on va cacher certaines informations, où certaines listes ne vont pas apparaître parce qu'elles ne sont pas intéressantes sur le mobile, et ainsi de suite. Donc tout ça, encore une fois, sans écrire de ligne de code qui est derrière. C'est tout à fait important. On est dans le monde de la plateforme professionnelle. Un petit peu en arrière encore. Ouais. On est encore dans le monde de la plateforme professionnelle. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le collaboratif et le DevOps. Ça veut dire, en gros, une plateforme low-code n'est pas forcément faite pour un seul utilisateur. Et notamment, on doit pouvoir s'intégrer dans toute la chaîne de production de logiciels de l'entreprise. Donc, l'intégration DevOps est extrêmement importante dans Convertigo. On insiste beaucoup là-dessus. Et tout ce qui est gestion de configuration, gestion d'environnement, environnement de production, environnement de test, environnement de pré-production, tout ça, c'est bien sûr des choses qu'on utilise largement dans la plateforme. Alors, on va regarder quelques cas d'usage là. Et donc, ça, c'est un cas d'usage no-code. Donc, vous reconnaissez donc Gare et Connexion qui, en gros, utilise Convertigo pour gérer les processus de maintenance de toutes les levatiques en gare aujourd'hui là-dessus. Qui permet aux mainteneurs de vérifier tous les ordres de travaux qui viennent pour gérer les ascenseurs. Donc, le mainteneur va pouvoir arriver et chercher en fait l'équipement à générer par exemple, type d'équipement, vous voyez ici, et par la gare ou par le mainteneur. Sur l'écran 2, il va lister tous les équipements de la gare. Là, on voit par exemple sur la gare Charles de Gaulle qui a un ascenseur qui ne se porte pas très très bien. Hein, voilà, il est tout rouge, ça veut dire qu'il est un petit peu en panne. Donc, on va devoir pouvoir travailler dessus. Quand on va cliquer bien sûr sur l'ascenseur, on va regarder l'historique des pannes sur cet ascenseur. Et ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est que cette application-là va fonctionner en concert avec la GMAO, avec la gestion de matériel de la SNCF, où on va appeler les API directement de la GMAO SNCF qui vont nous ramener en temps réel l'information des dernières pannes qui sont dessus. Et donc là, on voit qu'il y a bien une panne qui va là-dessus. Et donc, on va créer une intervention et on va bien sûr modifier cette intervention. Un autre point que je voudrais signaler, vous avez peut-être vu sur encore le même slide, mes excuses, un petit nuage orange sur le premier écran et bleu sur les écrans d'à côté. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez remarqué cette chose-là. Tout ça, ça veut dire tout simplement que cette application-là peut fonctionner offline. Ça veut dire que même sans réseau, dans la cave, dans le sous-sol, parce que les ascenseurs, c'est souvent dans les sous-sols, hein, la machinerie d'ascenseur, et ben en gros, on va pouvoir continuer la diffusion et modifier les données en temps réel. Ça veut dire on va les modifier et dès que le réseau va revenir, la donnée sera synchronisée avec les systèmes back-end. Encore une fois, ça se fait sans aucune intervention de code qui est derrière.
Et c'est bien l'avantage d'une plateforme low-code qui apporte ça. Rien que la technologie pour synchroniser des données, si on devait développer ça à la main, je peux vous dire, c'est énormément de travail. Alors, on va voir un autre pré-métier maintenant, qui est un peu différent. Donc, on va rentrer plutôt dans le cas d'un cas métier dans le retail. C'est ce qu'on appelle l'assistant numérique à la vente dans les boutiques, dans les points de vente, le point de vente digital. Ça, c'est très démocratisé. Les premiers pionniers de ça, c'est Apple. Hein, si vous avez été dans les App Store, dans les Apple Store, là, partout, vous avez quelqu'un qui vous suit avec un iPhone et qui vous conseille sur ce qui se passe et ainsi de suite. Donc, ce concept a été repris pas mal dans le retail et notamment nos amis de Darty ont réutilisé ça pour, en gros, conseiller le client dans les rayons. Alors, vous ferez l'expérience. Hein, donc, si la prochaine fois vous achèterez une machine à laver, vous verrez qu'il y a un type avec une tablette qui est à côté de vous. Enfin, si vous en trouvez, hein, mais normalement, il y en a quand même pas mal. Et qui va pouvoir, en fait, vous donner les informations sur les produits, vous lister la capacité des stocks. Par exemple, ce produit n'est pas disponible dans ce magasin, mais il est bien au Terne ou à Passy. Ou bien directement faire la vente sur la tablette directement sans avoir à passer à faire la queue aux caisses aussi. Donc l'interface avec la carte bleue, l'interface avec le NFC pour scanner les étiquettes, l'interface avec le scan express, le barcode pour lire les informations. Donc voici une application complexe. Il y a plus de 80 écrans sur cette application qui interagit avec tout le back-end du retail store, donc les stocks, la vente, la carte bleue, la finance, la fidélité. Vraiment une application compliquée quand même, hein, c'est pas trois lignes, qui scale à des milliers d'utilisateurs, tout ça développé en low-code. Avec un facteur d'accélération assez spectaculaire, puisque la première version de cette application a été développée en cloud classique. Une web agency qui avait fait ça en cloud classique. Bon, classique, un projet de 2 ans, 3 à 4 développeurs, voilà, voilà, normal, c'est ce que je dirais, c'est pas spécialement plus lent ou plus rapide qu'une autre web agency. Quand ils ont refait cette application, on a refait l'application en low-code, donc avec la plateforme Convertigo. Donc là, on est passé tout simplement la première version fonctionnellement équivalente en 9 mois à un seul développeur, donc pour vous donner le facteur d'accélération qui vient derrière. Tout ça avec l'intégration totale de derrière. Donc voilà, donc un cas de métier low-code. Slide suivant. Voilà, donc pour vous expliquer à quel point les plateformes low-code sont efficaces, et je pense que l'open source est bien sûr un critère important. Merci Olivier. Merci Cédric. Oui Olivier, est-ce que on a des questions? Je sais pas, soit dans le chat. Alors dans le chat. Dans le chat, soit en prenant la parole. N'hésitez pas à intervenir. Le sujet de low-code, no-code. Oui, bonjour. Je m'appelle Patrick Miguel, je travaille à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. J'avais une question sur le licensing. Je regardais que vous aviez donc une édition communautaire, une starter et une entreprise. Et je voulais savoir, quand vous avez des licences aux utilisateurs, c'est les utilisateurs finaux ou les développeurs C'est les utilisateurs finaux. On s'intéresse aux utilisateurs finaux, oui. Il n'y a pas de coût pour les développeurs, il n'y a pas de coût pour les environnements chez Convertigo. Nous nous intéressons qu'aux utilisateurs finaux. Très bien. Il y a quand même deux catégories d'utilisateurs. C'est les utilisateurs dits B2E, ça veut dire interne identifiés, ça veut dire ceux qu'on connaît et qui ont donc nommé. Donc ça, c'est un certain pricing. Sinon, on a des pricing pour les utilisateurs B2C, ça veut dire que là, on ne connaît pas l'utilisateur. Donc là, on ne travaille pas à l'utilisateur final, mais au nombre de connexions simultanées effectuées sur nos serveurs, tout compris. Il y a en général un rapport en B2C, un rapport de 1 à 10 000 en fait, entre une connexion simultanée et le nombre d'utilisateurs potentiels derrière. C'est ce qu'on utilise en e-commerce, par exemple, pour le B2C. Ok, merci bien. Merci. On a 2 questions dans le fil de discussion de Julien. Merci pour cette présentation. Quid des performances sur ce type d'architecture?
C'est pas Olivier, Louis, Cédric qui veut prendre la réponse? Bah, moi, je vais la prendre en tout cas pour la partie généraliste, et après je laisserai lui, Olivier, pour la partie, on va dire si c'est une question orientée Bubble ou une question orientée Convertigo. Heu, Aujourd'hui, effectivement, si, vous prenez, une des solutions no code, low code disponibles sur le marché, que vous prenez le plan, on va dire gratuit ou en tout cas quelques dollars par mois, effectivement, vous aurez des performances qui seront à la hauteur, des engagements financiers. Si vous voulez avoir effectivement des performances, dignes de ce nom et pour, par exemple, si on parle d'une application web avec des, centaines de milliers d'utilisateurs, hein, effectivement sur des plans qui seront un peu plus chers, vous aurez des performances qui seront, heu, autant, on va dire, égales qu'une application classique développée, on va dire, en craftsmanship. Il faut savoir aussi que beaucoup de solutions, vont, on va dire, mettre, leur code, enfin leur code, le code généré, enfin les pages générées, par exemple dans un CDN ou dans un équivalent et donc en fait, c'est des fichiers statiques qui vont être lus, heu, par l'internaute et donc avec des temps de réponse, extrêmement rapides. Voilà, tout va dépendre en fait de la solution choisie et effectivement du modèle en fait que cette solution, aura choisi pour son architecture. Mais aujourd'hui, sur des plans, on va dire, à des tarifs, qui ne sont pas de quelques euros, vous avez une performance, autant, voilà, égale qu'avec une solution craftsmanship, hein. Oui, je confirme ce que dit Cédric largement. Il faut pas croire que le low-code ou quoi que ce soit diminue les performances en aucun cas. Ça dépend des plateformes. Il y a peut-être qui ne sont pas comme il faut, mais en général, les plateformes sérieuses entreprises ne diminuent pas là-dessus. Non. Je dirais même, dans certains cas, étant donné que nous, on a optimisé tout ce qui se passe, justement, on avait fait bien attention là-dessus, les projets récupèrent essentiellement déjà un travail qui est fait. Parfois, certains développeurs ne font pas ce qu'il faut s'ils devaient travailler à la main. Et on a parfois des bonnes surprises plutôt en utilisant des plateformes low-code, moi je dirais. C'est plutôt positif en fait, pour moi. Hein. Est-ce qu'on a répondu à la question? Je crois que c'était Julien, c'est ça? Non, merci, oui. On va peut-être passer à la suivante de François. Bonjour, petite question pour Olivier. Avec Convertigo, nous pouvons récupérer le code source et faire tourner sur un Oui. cloud privé. Oui, oui, la réponse est oui, bien sûr, oui, j'en ai parlé, bien sûr. Oui, oui, c'est très important. C'est un des points importants d'une plateforme telle que Convertigo Open Source. C'est que justement, c'est l'indépendance totale du cloud. Donc, vous pouvez à tout moment, en fait, quitter la plateforme. C'est ça qui est important. Alors, nous, on n'aime pas que vous quittiez, mais vous pouvez. C'est le but. Et donc, le runtime et le code généré sont d'abord le runtime est open source et le code généré, c'est du code. Dans le cas de Convertigo, c'est du code Angular tout à fait standard, dans un framework universellement et massivement connu. Donc, que vous pouvez même maintenir sans nous, en fait. Donc, c'est ça qui est important, c'est l'ouverture et l'indépendance. En fait, je vais juste reprendre la main, parce qu'en fait, il y a beaucoup de solutions qui disent que vous pouvez récupérer le code et l'héberger où vous voulez, mais en fait, c'est le code généré. C'est pas le code source, en fait. Donc, il faut bien faire attention lorsque vous choisissez votre plateforme, que ce soit bien le code source et pas le code généré. Parce que le code généré, vous allez pouvoir l'installer, mais après, vous pouvez plus le modifier, hein. Ouais. Euh, ouais, une autre question de Nicolas. Quelle approche pour sécuriser une application low-code? Je dirais que la plateforme, elle, est déjà prévue pour être sécurisée. Ça veut dire que c'est un des points importants, c'est qu'on gagne la sécurisation de la plateforme qui elle-même est déjà sécurisée sur plein de choses. Alors que ce soit pour Bubble et que ce soit pour nous, par exemple, l'accès à la plateforme se fait obligatoirement par des protocoles HTTPS sécurisés. Vous n'avez même pas le choix de travailler en HTTP, quoi. C'est pas possible, par exemple. Deuxièmement, toutes les mécaniques d'authentification sont gérées par la plateforme. Alors en ce qui nous concerne, mais Bubble, je pense que c'est tout à fait la même chose. On supporte toutes les authentifications hautes, OpenID et autres, par exemple, qui vont vous permettre de lier vos identités Azure AD ou Google Workspace ou même votre SSO interne de l'entreprise à la plateforme pour éviter des comptes parasites ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un point important. C'est la plateforme qui apporte déjà beaucoup de choses. Et dernière question, toujours dans le fil de discussion de Jérôme. Bonjour, peut-on mixer code et no-code à l'intérieur d'une application Angular existante, pardon. Peut-on intégrer les écrans no-code? Est-ce que ça a déjà été fait?
Oui, c'est un point important. Dans une solution no-code, on ne va pas pouvoir, parce qu'elle est peu figée, mais dans une solution low-code, 100% est modifiable et intégré. Vous pouvez intégrer autant de code propriétaire que vous voulez. C'est le cas de Bubble aussi, d'ailleurs, je crois, et c'est en tout cas le cas chez nous. Vous allez pouvoir vraiment étendre votre application. Tout va se faire presque automatiquement, mais 10%, vous voudrez quand même écrire du code. Vous pourrez bien sûr le customiser de ce côté-là. Voilà. En ce qui concerne le cas SNCF, l'application no-code qui est derrière est donc telle quelle, mais les sources de données, ça veut dire ce que vous voyez, par exemple, la liste des ascenseurs et ainsi de suite, ça vient de sources de données qui ont été développées en low-code Convertigo derrière. Donc, on a bien mélangé les deux dans la même application. Je viens de répondre à la question. Pardon, il y a quand même un point sur l'économie, sur la ROI. C'est vrai qu'on en a peu parlé. Est-ce qu'on a une idée du gain d'une approche purement low-code, no-code par rapport, enfin un ratio d'économie par rapport à un développement standard? Nous avons coutume de dire un rapport 10. C'est ce que nous avons coutume de dire. Alors, ouais, En unité de dev. Que pour la partie dev. N'oublions pas qu'un projet, c'est pas que le dev. Hein. Ouais, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça, ce que j'allais dire. Ouais. En fait, ça va dépendre du use case, mais on peut être sur, on va dire, globalement sur 3-4 fois. Oui, c'est Voilà, très si on fallait donner une métrique, c'est cette métrique qu'on donnerait. Après, ça dépend vraiment du cas d'usage. Nous, on a déjà vu des cas d'usage où on rentrait voilà, pile poil dans une solution de low-code, no-code. Bah là, ça va extrêmement vite. Effectivement, s'il y a du dev complémentaire, enfin du développement complémentaire à faire, bah, ça va prendre du temps de développement classique lorsqu'on fait du dev spécifique. Donc, ça va rajouter un peu du temps. Et donc, comme ça, grosse masse, c'est 3-4 fois. Je vois une question sur côté mobile. Est-ce que l'application est générée dans une web, dans une coquille? Alors, ça dépend des plateformes low-code. Moi, ce que je peux parler pour Convertigo, Convertigo est basé, la technologie front de Convertigo est basée sur de la technologie hybride. Donc, où la réponse est oui, ça utilise ce genre de technologie aujourd'hui. Il faut savoir que en 3 ans, cette technologie a évolué d'une manière assez spectaculaire et que grâce à 2-3 avancées techniques qui ont été faites dans le monde du mobile aujourd'hui, notamment tout simplement ce qu'on appelle les compilateurs V8 que nous avons aujourd'hui dans le monde iOS et dans le monde Android, la vitesse et la fluidité de ces applications est spectaculaire. Il y a d'ailleurs un article qui vient de sortir il y a un mois là-dessus, qui démontre que la qualité vraiment de responsivité, enfin de comment ça fonctionne vraiment pour l'utilisateur, est devenue pratiquement indécelable, vraiment. Il faut vraiment le savoir que c'est fait de cette manière-là. Ça, c'est dû à l'avancée technologique qui a été fait en 3 ans. Ouais. Après, faire attention, beaucoup de plateformes, en fait, mettent en avant, enfin, c'est un côté marketing, mettent en avant l'application mobile, mais en fait, c'est une PWA. Contrairement là, donc à Alors Convertigo, chez nous, c'est nous, de la c'est la voilà. PWA ou de l'iOS et du Voilà, IPA. On a exactement. les Mais deux. c'est assez rare dans les Ouais. solutions de low-code, no-code. Souvent, c'est d'une PWA. Quand vous voyez mobile, faut bien gratter, regarder ce qu'il y a derrière, mais à 90 c'est de la PWA. Il y avait une question concernant Bubble. Pour toi, Louis, j'ai pas ou un peu vu des tutos français pour monter facilement en compétences. Est-ce que ça existe de François? Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. La grosse majorité de la plateforme, maintenant, il y a un peu plus d'1,5 million d'utilisateurs. La majorité des ressources sont en anglais. Il existe néanmoins dans le forum Bubble une section pour les Français. Vous avez beaucoup de ressources justement qui sont à votre disposition dans ce forum, notamment pour apprendre Bubble par vous-même. Vous avez quelques vidéos également sur YouTube pour apprendre les bases et pouvoir directement jouer avec. En fait, effectivement, la plupart des ressources sont en anglais et vous avez accès sur la plateforme, lorsque vous êtes partenaire, à un certain nombre de ressources. Effectivement, on voit de plus en plus, en fait, sur YouTube, voilà, des vidéos de no code, low code et sur Bubble qui sont faits, je vais les appeler par des influenceurs ou des youtubeurs, tech.
Et donc, vous allez en avoir de plus en plus, parce qu'il y a une communauté française qui commence à être, qui grossit et qui commence à produire du contenu en français. Et dernière question pour Convertigo. Je ne sais pas si, Olivier, tu as... Oui, je vais voir. Elle est marrante cette question. Alors, Le site a bien été alors la fait réponse en low-code. oui, c'est fait en low-code. En fait, c'est fait en no-code. Mais c'est pas fait avec Convertigo, tout simplement parce que, encore une fois, un site web, c'est statique. Vraiment, c'est de la donnée statique pure et dure. Et bon, même si Convertigo peut faire ça, c'est pas le but. Et surtout, il a été sous-traité. Donc, on a sous-traité le site web. Donc, on l'a pas fait nous-mêmes avec Convertigo. Donc, voilà. Mais le Convertigo, c'est fait pour faire des applications, pas un site web. D'accord? Ça veut dire en gros des applications transactionnelles, des applications qui gèrent de la donnée, qui interagissent, qui appellent des web services et tout ça. Et donc là, c'est pas le cas d'un site web. Donc la réponse est non, ce n'est pas avec Convertigo. Non, et tu as donné la réponse pourquoi. Voilà, il faut bien choisir sa plateforme. Il ne faut pas dire je prends une plateforme et je fais tout et n'importe quoi avec cette plateforme. Elles sont orientées vers des cas d'usage et donc il faut les utiliser dans ce cadre-là. Voilà, il faut pas parce qu'on peut toujours tout faire. Hein. Avec Convertigo, on pourrait faire un site web, Voilà. mais l'idée n'est pas là. Voilà. Par contre, tout le onboarding, ça veut dire en gros la registration, l'onboarding, la création de comptes et tout ça, ça c'est fait en Convertigo, ça par contre. Merci Olivier. Cédric, on va prendre la dernière question. Est-ce que les apps web de Convertigo sont aussi optimisées? J'ai l'impression que Convertigo se concentre plus sur les apps mobiles. Alors, c'est vrai qu'on a un discours assez orienté mobile. Ça, c'est tout simplement parce que la mobilité, c'est plus compliqué que le web. Ça veut dire, en gros, on essaie de mettre ça en avant parce que c'est beaucoup plus compliqué, notamment sur la partie offline, qui est absolument cruciale en mobile. Donc, on insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, il y a écrit le côté mobile un peu partout. Non, mais quand il s'agit d'applications, on est bien d'accord, hein, d'applications, ça veut dire d'applications transactionnelles, on est optimisé. Encore une fois, il faut bien comprendre que ce qui sort derrière, ce que vous voyez, c'est de l'Angular en fait. C'est des applications Angular qui sont compilées avec tous les compilateurs actuels d'Angular, qui font en gros des applications extrêmement compactes qui peuvent être vraiment téléchargées en quelques secondes sur des réseaux assez lents. Voilà, non, on ne se concentre pas que sur les applications mobiles, même si le discours marketing est un peu orienté là-dessus. J'avoue, c'est simplement parce que le mobile, c'est plus glamour. Voilà, c'est pour ça. Merci Olivier. On va conclure ce webinaire ici. Merci à tous. Merci Louis, merci Olivier, merci Cédric. Merci à tous pour vos questions et puis pour votre écoute. On mettra ce webinaire sur notre chaîne YouTube dans quelques jours et puis vous recevrez par email la notification de cette mise en ligne. Encore merci à vous et puis écoutez, à très bientôt pour les prochains webinaires. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. à tous. Merci à tous. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir.